Ok, c'est parti. Donc, on fait cette petite vidéo pour parler de ce fameux hashtag, le 8 novembre 16h48. Donc le 8 novembre 16h48, c'est un hashtag qui a été créé par les Glorieuses, une newsletter féministe et culturelle qui a choisi cette espèce de date un peu symbolique pour laquelle en fait ça indique qu'au bout d'un certain temps, les femmes travaillent gratuitement parce qu'elles ne sont pas payées au même salaire que les hommes. Donc c'est une moyenne, hein, cette date, hein, donc il y en a pour qui c'est avant, il y en a pour qui c'est après. Et pour pouvoir justement faire cette date, pour pouvoir créer cette date, on utilise des données en fait, hein, qui sont disponibles et qui sont des données de l'INSEE. Donc l'INSEE, hein, l'Institut national de statistiques et d'études économiques, a sorti une note en mars 2024 qui justement s'intitulait les écarts de salaire entre les hommes et les femmes en 2022. Donc en fait, ça sort souvent 2 ans après, un petit peu 2 ans après, parce qu'il faut un temps d'étude en fait, pour pouvoir étudier tout ça. Donc voilà un petit peu le contexte hein, dans lequel on fait cette vidéo et l'objectif en fait, hein, parce que l'écart de salaire, on a des tableaux, on a des données qu'on peut récupérer justement sur cette fameuse note de l'INSEE. On peut récupérer un tableau sous format Excel et on peut dessiner un graphe. Alors je spoil un petit peu, le graphe c'est celui-là en fait. Ça c'est l'écart de salaire entre les hommes et les femmes dans le temps, donc on commence à 0 ici, mais c'est 1995, et là on arrive à peu près à 2022. Et l'écart de salaire fait ça. L'objectif en fait de notre petite vidéo là, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un modèle mathématique qui pourrait passer par toutes ces courbes et prédire dans le futur, au bout de combien de temps on n'aura plus d'écart de salaire entre les hommes et les femmes. C'est un petit peu ça l'objectif là de cette vidéo. Donc on va s'intéresser à la modélisation. Vraiment, les mathématiques, il y a un truc qui est hyper intéressant, enfin moi il y a un truc que je trouve très intéressant, c'est la modélisation mathématique. C'est-à-dire vraiment vous avez des phénomènes réels et on modélise avec des objets mathématiques et comme ça nous permet des fois de faire des belles choses mais parfois aussi de prédire avec des marges d'erreur. Alors comment fonctionne une modélisation mathématique? Eh bien on va regarder ce graphique là avec ces 5 points. On s'en fout de savoir hein, ce qu'il y a là et là, ça ne nous intéresse pas. Le seul truc qui nous intéresse c'est est-ce qu'on ne pourrait pas trouver, alors on va juste parler de droite pour l'instant, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une droite qui passe le plus proche de ces 5 points qui sont ici? Alors bien évidemment, je prends une règle, comme ça j'ai besoin de les tracer. On pourrait penser à celle-là, en fait. On pourrait dire, tiens, là on passe pile poil par M5 et M2, mais on est quand même hyper loin des 3 autres. Et après on pourrait se dire, bon c'était pas très malin, je vais peut-être me mettre là. Et là on se dit, mais par contre on est quand même très loin maintenant de ces deux-là. Et tout l'enjeu de ce qu'on appelle la régression linéaire ou les modèles linéaires, c'est de trouver en fait la meilleure droite qui passe en fait le plus proche de ces 5 points qui sont là. Alors bien évidemment il y a 5 points ici, mais regardez le graphique d'à côté, et parfois il y en a un peu plus dans un modèle. Donc là, imaginons que la droite que j'ai trouvée, imaginons que c'est celle-là. Hop. Alors je ne suis pas sûr de mon idée, mais imaginons que ce soit celle-là. Et bien cette droite-là, je vais l'appeler D1. C'est ma première droite candidate, je l'appelle D1. Et sur chaque point, il va falloir faire un truc qui n'est pas forcément amusant, c'est faire ça. Il va falloir regarder la distance entre M2 et son projeté sur D1. D'ailleurs, je me rends compte que M1 est un peu trop proche de M2 ici. Donc je vais le mettre plutôt là. Hop. Hop. Et vous allez devoir faire ça pour toutes les valeurs. Vous allez calculer des distances ici, là. D'accord? Donc il faut quand même bien imaginer que mes traits sont censés être droits là. Hop. Donc là vous avez, sur la droite, vous avez des projetés. Donc ça vous calcule des petites distances que vous pouvez appeler ici D2, D1, D3, D4, D5. Ça vous donne des distances, alors celles-là elles seront peut-être négatives. Donc souvent ce qu'on fait c'est qu'on met tout au carré, comme ça il n'y a plus de problème de négativité. Et tout votre travail, quand vous faites un modèle, c'est de faire en sorte de trouver la bonne droite qui minimise la somme des distances, qui minimise cette valeur-là en fait. D1 au carré, plus D2 au carré, plus D3 au carré, plus D4 au carré, plus D5 au carré. Il faut que cette valeur-là soit la plus petite possible. C'est ça le but d'un modèle. Ok? Et bien on va s'inspirer de cette idée-là, qu'on appelle une méthode des moindres carrés. On va s'inspirer un peu de cette idée-là de modélisation, pour pouvoir l'appliquer à notre écart de salaire dans les données de l'INSEE. Ouais? On ne pourrait pas mettre en valeur absolue D5 et D2? Ouais, c'est une autre façon de raisonner, mais c'est un peu chiant.
En général, on préfère les carrés, c'est plus facile à étudier. Donc là, c'est un peu plus chiant si on met des valeurs absolues, donc on ne préfère pas le faire. Ouais? Ah, ok, d'accord. Ici, maintenant, je continue. Là, j'ai ma modélisation, j'ai plutôt mon nuage de points de 1995 à 2022. Mais j'ai commencé ici à n égale 1, donc forcément, ici, il faut bien voir que c'est n égale 1, mais que ce n égale 1 correspond à 1995. Ok? Et bien, sur Excel, il y a des outils, il y a un outil notamment qui s'appelle la courbe de tendance, où vous pouvez lui demander d'aller chercher le modèle qui passe le plus proche de ça, en fait, de tous ces points-là. Et Excel vous sort ça, si vous lui demandez par exemple un polynôme de degré 2. Parce que, je ne sais pas si on le sent bien, mais on sent bien qu'un truc qui fait ça, là, comme ça, on sent que c'est un petit peu la tendance générale, on a envie de se dire, ouais, ça ressemble quand même à un polynôme du second degré, avec sa courbe, sa parabole inversée, quoi. Donc, en fait, si je vais essayer de le faire à main levée, je sens que je ne vais pas être très bon. Bon, ça va, je suis pas mauvais. Et bien, en fait, Excel me sort une courbe comme ça, donc vraiment un polynôme du second degré renversé, et il me dit que la tête du polynôme, donc c'est un truc qui va s'écrire sous la forme, je vais mettre ici en bleu, ax carré plus bx plus c, d'accord? Ça, vous pouvez l'appeler e de x, parce que c'est l'écart de salaire en fonction du temps, et le temps c'est x ici. Vous pouvez l'appeler t si vous voulez, hein, c'est le même truc, hein, c'est pas gênant, c'est juste une histoire de variables. Mais ça, on sait résoudre. On voit ça en général fin de seconde en première, on sait comment résoudre ce truc-là. Alors les coefficients A, B, C, ils sont pas très beaux. Hein. A, il me semble que c'est moins 4, et quelques, B c'est 79, je sais pas quoi, et C c'est 6500, je sais pas quoi. Mais c'est pas grave, on sait résoudre ça. On sait résoudre, donc on sait trouver les solutions de ce polynôme. Alors il faut savoir que ce polynôme du second degré, il a deux solutions. D'ailleurs on les pressent qu'il y en a deux, même naturellement, parce que votre graphe fait ça, il fait ça, donc il touche deux fois en fait, ici. Donc nous, ce qu'on cherche à résoudre finalement, c'est quand est-ce que l'écart vaut 0. C'est ça qu'on cherche à savoir, quand est-ce que cet écart-là, il vaut 0. Et bien quand vous faites votre petite résolution, normalement si je ne me trompe pas trop, vous avez trouvé deux valeurs. Vous avez trouvé x1 qui valait... Quelqu'un peut me rappeler x1, c'était combien? Vous avez trouvé combien à peu près? Ouais 47,9. Ouais, à peu près. Et moins 30. Et 47,9 et moins 30. Et bien ici, en fait, ce que vous venez de trouver, c'est le x. Alors regardez, moi si vous voulez, je peux essayer de le faire un petit peu, mais on ne va pas le voir. En fait, si vous continuez votre graphe, là, il y a un x à partir duquel votre courbe va toucher. Et c'est en x égale, ici, je vais l'entourer, en x1 égale 48. Ça veut dire que à partir de l'année n égale 1, vous allez 48 ans plus loin. Donc on est en 2043, du coup. En 2043, l'écart de salaire selon ce modèle-là, entre les hommes et les femmes, il sera nul. Donc il faut attendre 2043 pour ça. Oui. C'est une valeur théorique en entend qu'il n'y ait pas de changement politique ou de grand réforme. Oui, c'est ça. Ouais. Repréciser quel écart de salaire, c'est pas l'écart. Oui, c'est l'écart de salaire, effectivement. C'est pas un écart de salaire pour tout, hein, c'est un écart de salaire pour une donnée très précise. C'est le temps de travail dans le privé à temps plein. D'accord? C'est vraiment un domaine très précis des statistiques. Hein. C'est là où on a le plus de données un petit peu intéressantes, parce que sinon, après, on a pratiquement que des moyennes avec du temps partiel, tout ça, et on sait qu'il y a plus de femmes à temps partiel que d'hommes. Donc là, on a vraiment pris un truc où l'écart, là, il est quand même assez grave déjà, parce que c'est vraiment des personnes qui sont dans le privé, qui font le même temps de travail, mais qui n'ont pas le même salaire. Donc c'est clairement injuste. Et là, on se rend compte que même dans ce domaine-là, si on fait ce qu'on fait maintenant, c'est-à-dire pas grand-chose, en fait, il faut attendre jusqu'à 2043 pour avoir un écart qui est nul. Donc, par exemple, pour les filles de cette classe, ça fait, si vous travaillez maintenant, à peu près une demi-carrière, quoi. Vous allez connaître peut-être un écart nul, encore une fois, si ça suit ce modèle. C'est peut-être que si demain, c'était la remarque de Kevin, si demain il y a une politique, là, imaginons, hein, qui fait que, allez, super, on paye autant les hommes que les femmes, bon, notre modèle, il va plus. Notre modèle, il va faire plutôt ça. Bon, tant mieux, hein. C'est cool. Là, ça va arriver très vite, hein. Mais on sent bien que c'est plus une parabole, ça. Donc, notre modèle n'est pas bon. Là, notre modèle, il est bon dans le futur seulement si on est pratiquement sûr que ce qui se fait là actuellement, c'est à peu près ce qui va se passer par la suite. Ok? Vous avez vu qu'en fait, c'est pas très compliqué à résoudre ces trucs-là. Vous devez juste faire des polynômes, et le modèle n'est pas trop mal. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais sachez que on peut calculer un coefficient de corrélation. Le coefficient de corrélation qu'on trouve ici, ce qu'on appelle le R carré, il vaut à peu près ça, je crois.
si je me rappelle bien de la valeur, c'est à peu près ça, si je dis pas trop de bêtises. C'est pas dégueulasse, parce qu'un coefficient de corrélation qui est proche de 1, et ben en fait, ça veut dire que votre modèle est assez proche de vos points, en fait. C'est ça le truc, ok? Et par contre, s'il est proche de 0, ben c'est mort. Est-ce que vous avez des questions? Ouais, pas de questions? Ouais. C'est même temps de travail, mais même poste. Même temps de travail et même poste, ouais, bien sûr. Ouais, ouais, c'est ça, c'est... Ouais. Pas de questions? Bon, bah, je ne vous retiens pas plus. Merci beaucoup.